Les amis, pouvons-nous comparer Pep Guardiola à Socrate, Platon ou encore Aristote? Ça, c'est une question. Juste avant la trêve internationale, le coach de City a disputé son 1000e match sur un banc, victoire 3-0 face à Liverpool. Dans les colonnes du Times, le biographe de Guardiola, Martí Perarnau, porte un regard sur ces 1000 matchs. Il avance des chiffres imbattables, avec plus de 71% de victoires et seulement 128 défaites en 18 ans de carrière, palmarès incomparable. Mais pour Perarnau, ces chiffres ne reflètent pas sa véritable influence. Il suffit, dit-il, de voir comment les protégés de Guardiola les plus brillants dirigent aujourd'hui la Bundesliga avec Vincent Kompany, la Première Ligue avec Mikel Arteta, la Liga avec Xabi Alonso ou encore la Ligue 1 avec Luis Enrique. Perarnau pose 7 questions. Pourquoi une telle influence? Sa réponse? Parce que son style de jeu a été attrayant et parce qu'il lui a permis de remporter 39 trophées majeurs. Et d'ajouter, le succès engendre l'émulation, c'est pourquoi les idées de Guardiola se sont répandues dans le monde entier. Il compare cette influence à celle tout d'abord d'Herbert Chapman, le grand révolutionnaire du poste d'entraîneur-manager au début du siècle dernier en Angleterre. Et bien entendu, il compare cette influence à celle du mentor de Guardiola, le grand artisan Johan Cruyff. Et Perarnau de conclure, si Socrate, Platon et Aristote ont exercé une influence si considérable en philosophie que 2000 ans plus tard, nous les considérons encore comme des piliers essentiels de la pensée humaine, eh bien Chapman, Cruyff et Guardiola sont leurs homologues dans le football, et ça, c'est une question d'opinion. Les amis, ravis de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous magazine Zone 30. 30 minutes non-stop d'informations et d'opinions pour parler football via le prisme sportif, économique, social. On démarre avec le zapping de la semaine. And indeed, the traveling contingent in blue going crazy in Kingston tonight. And if you know me a little bit, can we wait a little bit, please? Quel est le point commun entre Nico Williams, Franco Mastantuono et Lamine Yamal? La pubalgie, les amis. Quel est ce mal qui ronge le football? Comment le traiter? Le quotidien catalan La Vanguardia nous apporte des éléments de compréhension, décryptage. Ilyes Larim. Longtemps considérée comme une simple gêne musculaire, la pubalgie est aujourd'hui reconnue comme l'une des blessures les plus sournoises du football moderne. Le pubis est en réalité une véritable croisée des chemins. Abdominaux, adducteurs, muscles profonds, tout s'y attache. Dès qu'un seul de ces groupes est sursollicité, c'est tout l'équilibre qui se dérègle. Et ce déséquilibre peut entraîner des douleurs chroniques, des inflammations persistantes, voire des fractures de fatigue. Chez les professionnels, cette blessure peut devenir un cauchemar. Les médecins expliquent que la douleur varie, disparaît parfois, puis revient dès que l'intensité des matchs augmente. C'est une blessure traîtresse, difficile à diagnostiquer et encore plus difficile à traiter. Selon la Vanguardia, on a parfois recours à la radiofréquence, une technique peu invasive qui chauffe le tissu pour réduire la douleur. C'est d'ailleurs le cas pour Lamine Yamal. L'objectif est d'atténuer la souffrance sans immobiliser l'athlète. Mais les spécialistes sont formels, cette méthode ne traite pas la cause. La véritable solution reste la prévention, la gestion des charges et surtout le rééquilibrage musculaire. En d'autres termes, apprendre au joueur à réorganiser son corps avant qu'il ne cède complètement. Le journal catalan rappelle aussi les cas les plus graves. Certains joueurs comme Mista, ancien joueur de Valence et l'Atlético Madrid, n'ont jamais réussi à s'en remettre et ont dû prendre leur retraite prématurément. La pubalgie n'est pas une fatalité, si elle est prise à temps, mais elle restera longtemps la bataille cachée du football moderne.
Yamal touché et c'est une véritable tempête qui a fait la une des journaux espagnols. Regardez, la fédération en veut au Barça de ne pas l'avoir tenu informé du traitement médical mis en place et qui a contraint le sélectionneur De La Fuente à devoir se passer de lui. On va retrouver Aurore Thibault pour faire le point. C'est le grand retour du JT des JT. Aurore, le Barça voulait protéger Lamine, comme a rappelé à la une de Mundo Deportivo, et Marca qui dit et qui parle de guerre totale. Qu'en est-il exactement, Aurore ? C'est cela, Alex. Lamine Yamal s'est de nouveau trouvé au cœur d'un imbroglio entre le Barça et la fédération espagnole. En cause, une consultation lundi 10 novembre avec un grand spécialiste de la pubalgie et un traitement par radiofréquence. Conséquence, 7 à 10 jours d'arrêt et un aller-retour express en sélection pour acter un forfait. Le sélectionneur espagnol et la Rora n'ont absolument pas apprécié d'être placés devant le fait accompli. Que de débats enflammés sur les télés espagnoles. 8 de la tarde, con rostro muy serio, aparece Lamine en la concentración de la selección. 14 horas después, es desconvocado y causando un enfado tremendo en la federación. Porque ayer por la mañana, como dicen en la selección, a las 13:47 de ayer, Lamine se sometió por el Barça a un tratamiento invasivo de radiofrecuencia sin comunicarlo a la federación, recibiendo el informe del Barça a las 11 menos 20 de la noche. Con este mensaje, que tenga reposo entre 7 y 10 días. Tenía que haber comunicado que se le iba a hacer ese tratamiento antes, no después. La relación entre el Barça y la Federación no es fluida, ni es buena, ni es transparente. Lamine estaba asustado. Asustado con la lesión. En cualquier caso, lo que sí se debe hacer es comunicarse y que haya una buena relación informativa. Lamine Yamal merece que ni el Barça ni la selección lo traten como suyo, porque recuerdo que Lamine es futbolista y no una mercancía. A mí le esperan 15 años con España. Pues mira, Fernando, yo creo que esa es la mejor de las noticias. Todo el tiempo futuro, que Dios quiera que le quede a Lamine con todos nosotros. Une pubalgie dont les premiers symptômes remontent à fin août lors du match face à Levante, douleur ensuite amplifiée en sélection en septembre où Yamal avait joué sous antidouleur. Le Barça, par la voix d'Hansi Flick, s'était alors ému du manque de sérieux concernant la fédération et le staff médical pour la santé de son joueur. Conséquence, Yamal avait dû enchaîner une période de forfait et une reprise progressive. Mais au fait, c'est quoi une pubalgie ? Réponse avec des spécialistes de la discipline. Et Ander Herrera, aujourd'hui joueur avocat, qui lui aussi a souffert d'une pubalgie. ¿Qué es una pubalgia? Pues una pubalgia es dolor en la zona púbica. Es un problema que no impide jugar al futbolista, pero sí que le transforma en otra persona. Es decir, en otro tipo de deportista mucho más lento, mucho menos reactivo. En gente joven de 16, 17, 18 años, porque son deportistas o jugadores que tienen una alta carga de entrenamiento y de partido. Que era todos los días era una molestia diferente, es una lesión muy latosa, es una lesión que un día te encuentras mejor, que al día siguiente te encuentras peor. Yamal doit se soumettre à des exercices spécifiques comme ici, lors du match de Ligue des Champions contre Bruges. Certains le disaient peu enclin à suivre le protocole bien strict du staff médical du Barça. Fake news, le joueur a tenu à clarifier la situation lors du dernier match de Ligue des Champions. Los periódicos han escrito mucho sobre ti. ¿Cómo te sientes ahora? Muy bien, muy tranquilo. Al final no intento no leer. La verdad que se habla mucho de mi pubalgia, de que estaba triste y eran todo mentiras. Estaba igual que siempre, estaba muy feliz, estaba concentrado en lo mío. Lamine es un genio y yo estoy totalmente a favor y al lado y dándole apoyo a Lamine Yamal. Es un chaval fantástico. Él está con el tema de la pubalgia haciendo un esfuerzo enorme. Sabéis también que hay que ser comprensivos con él, porque ha tenido lo de la pubalgia y esto no se cura de hoy para mañana. Le soutien indéfectible du président Laporta, on ne touche pas à sa petite pépite, et tant pis si c'est au détriment de la sélection espagnole. Le dossier de la semaine dans Zone 30, la prise de pouvoir des data dans le football. Partons tout d'abord en Italie. Regardez, la Gazzetta dello Sport avec plusieurs questions. Quels sont les clubs de Serie A les plus friands de ces datas ? Quelles données sont privilégiées ? La loi de l'algorithme, éclairage signé Khali Benjeloun. En Serie A, il y aurait alors deux voies.
prendre la data comme valeur absolue des choix sportifs ou mêler chiffres et jugements humains. Autrement dit, un modèle hybride. Dans ce paysage, Como serait alors en première file avec plus de 10 ingénieurs spécialisés en data. La Gazzetta avance même que l'arrivée d'Adai du championnat hollandais s'inscrirait dans cette ligne 100% data. La Juventus en fait un grand usage. Là aussi, le quotidien italien présente le choix Zegrova qui illustrerait cette confiance absolue dans les chiffres. Parma et Roma, comme plusieurs clubs à propriété américaine, sont sur la même longueur d'onde avec des références NBA, NFL et MLB. En revanche, Milan aurait opté pour un modèle hybride. Validation humaine à l'arrivée, appuyée par une base de données construite par les data analystes avec le Milan Lab. Le club aurait même consulté par le passé Billy Beane, ex-dirigeant des Oakland Athletics et, souvenez-vous, acteur majeur du film Moneyball. Exemple concret, Reinders. 1. Geoffrey Moncada, directeur technique du Milan, l'aurait repéré pour ses très bons chiffres. Puis 2. Stefano Pioli, manager du Milan, l'aurait validé par le biais d'une analyse vidéo. Un repérage de data avec une validation humaine. La Gazzetta met en avant 3 protagonistes. 1. Un fabricant de data, Alexander Schmalhofer, passé par Red Bull et aujourd'hui chez Huddle Performance Insights. 2. Un utilisateur côté club, Modaba, directeur de la cellule tech de Com. Et 3. Un autre type d'utilisateur, un agent, Stephen Gallagher, de Rayola Global Management. Et pour tous les 3, l'enjeu est de décider quelles données utiliser et dans quelle quantité pour leurs fins respectives. Même une future valeur marchande aujourd'hui serait prédictible grâce à l'IA, grâce aux data. Le mot de la fin tient dans une phrase de Damien Comolli. Pour rappel, le Français est arrivé à la présidence de la Juve après son expérience à Toulouse, propriété d'un fonds américain et symbole de cette stratégie data. Je cite, « Les data font partie de ma manière de diriger un club ». Les algorithmes auraient donc pris le pouvoir. En Angleterre, même tempo. La data est partout, mais les Anglais, les amis, ont déjà un coup d'avance. Regardez le Daily Mail pour nous rappeler que son utilisation est d'abord analytique. Compte rendu des matchs, données GPS, analyse tactique, la phase 1 de l'utilisation des data que l'on retrouve un peu partout. En Angleterre, phase 2. L'IA est aujourd'hui prédictive, avec notamment l'anticipation des blessures. À Arsenal, cette phase 2 est déjà en marche. Les explications avec Aïcha Yazidi. L'IA devient aujourd'hui prédictive et selon le Daily Mail, Arsenal en fait un outil central pour gérer son effectif. Ces dernières saisons l'ont rappelé, le risque de blessure joue un rôle énorme. En 2022-2023, la blessure au dos de William Saliba a fait dérailler la course au titre. La saison suivante, Mikel Merino a dû être utilisé en pointe après la blessure aux ischios de Kai Havertz. Et aujourd'hui, avec 6 options offensives déjà indisponibles, Havertz, Gyökeres, Odegaard, Gabriel Jesus, Martinelli et Madueke, l'importance d'une prévention plus anticipée ne fait plus débat. Le club centralise désormais un volume considérable de données. GPS, intensité des séances, sommeil, récupération, historique médical. L'objectif reste simple, détecter ce que le corps ne signale pas encore. L'IA repère les micro-variations d'allure, les appuis qui se dégradent, la fatigue qui s'installe avant même que le joueur ne la ressente. Cette lecture fine permet au staff d'ajuster la charge, de prévenir plutôt que de réparer et de sécuriser la continuité d'une saison. La technologie influence aussi le jeu. Elle met en lumière les schémas récurrents, les zones où le pressing perd en intensité, les connexions entre postes, les profils les plus compatibles avec les idées d'Arteta. Elle oriente le recrutement, elle affine les décisions. Une révolution silencieuse, mais déterminante dans un football où chaque détail compte. Reste une question essentielle. Si l'IA devient un acteur central dans les plus grands clubs, jusqu'où va-t-elle transformer notre manière de préparer, de lire et d'interpréter le jeu ? À Zone 30, nous avons décidé de challenger notre spécialiste data. La Gazzetta dello Sport avance que Luciano Spalletti, le coach de la Juve, serait à la recherche d'un regista, un maître du tempo entre un 6 et un 8 comme Pizarro, qu'il a eu à la Roma, Brozovic à l'Inter ou encore Lobotka au Napoli. 2 profils sont avancés. Adrian Bernabé de Parme et Pierre-Émile Højbjerg de l'Olympique de Marseille. Notre spécialiste Bloco a passé ces 2 profils au rayon X. Højbjerg, Bernabé. Vraiment des profils similaires? Voilà ce que la data nous dit. Sur la Spider Chart à l'écran, Højbjerg est en rouge, Bernabé en blanc, Lobotka le regista de Spalletti en jaune comme référence. Plus la courbe va vers l'extérieur, plus on se rapproche du top européen. D'abord le rôle. Notre algorithme les a classés de la sorte.
Højbjerg, c'est le tempo dictator, le chef d'orchestre. Il touche énormément de ballons dans le premier tiers, mais aussi dans le dernier, avec un volume de jeu impressionnant. Bernabé, lui, c'est le vertical connector. Il attaque les espaces, progresse balle au pied et surtout par la passe longue où il domine clairement les deux autres. Offensivement, les occasions créées par la passe sont globalement équivalentes entre Højbjerg et Bernabé. Mais la maturité du Danois fait la différence. En expected goals et assists, Højbjerg est largement au-dessus de tout le monde. Défensivement, le duo fort c'est Lobotka-Højbjerg. Très haut sur les tacles, interceptions et ballons récupérés. Bernabé, lui, est moins impliqué dans ces tâches-là, plus tourné vers l'avant. Et les hitmaps le confirment. Celle de Højbjerg couvre quasiment tout le terrain, alors que celle de Bernabé montre une influence beaucoup plus axée côté droit, plus haute, plus offensive. La data est donc claire. Si Spalletti cherche un nouveau Lobotka, un régista avec la même stabilité défensive avec comme supplément plus d'impact offensif, c'est Højbjerg, zéro débat. Si en revanche, il veut un profil plus fin techniquement, très agressif dans le jeu long et la progression balle au pied, alors la carte Bernabé se défend. Le record s'allonge pour le Maroc. Mardi dernier, victoire 4-0 en amical face à l'Ouganda pour porter ce record à 18 victoires consécutives depuis mars 2024, soit 3 de mieux que l'Espagne, avec 15 succès, rappelez-vous, entre 2008 et 2009. Voici quel était le 11 de Walid Regragui, le 11 de départ. La rédaction de Zone 30 a suivi ce match pour relever un point tactique clé, Youssef Benabdella. Ce qui saute aux yeux avec cette équipe sur ce match, c'est la maîtrise tactique. Déjà, le bloc défensif. Tout le monde est compact. Il n'y a presque pas d'espace entre la défense et le milieu de terrain. Seyss et El Yamer verrouillent l'axe. Les latéraux ferment l'intérieur. Du coup, l'équipe en face se crée très peu d'occasions. Et à la perte de balle, ça ne rigole pas. Les ailiers orientent le pressing vers le côté. L'attaquant coupe la passe en retrait. El Ainaoui ferme l'intérieur. Amrabat ramasse les seconds ballons. Résultat, l'adversaire est obligé de jouer long. Le Maroc défend en avançant, pas en subissant. Au milieu de tout ça, tu as un élément, Naïl El Ainaoui. C'est lui qui permet à l'équipe de rester haute, qui court partout, qui gratte, qui coupe les lignes de passe. Sans ce travail-là, Ounahi et les joueurs créatifs ne peuvent pas prendre autant de risques. Et justement, en parlant d'Ounahi, c'est lui qui met le tempo. Toujours entre les lignes, un contrôle, un crochet, et tout le bloc adverse bouge. Il transforme une simple récupération en vraie action construite. Oui, on entend souvent dire que le public marocain trouve qu'il manque des solutions contre les blocs bas, mais ce qu'on voit en ce moment, c'est une équipe qui progresse avec ballon sans perdre sa solidité. Et à l'approche de la CAN au Maroc, c'est ça la vraie force du Maroc. Même face aux équipes solides, ce Maroc-là saura exactement ce qu'il veut faire, avec ou sans ballon. Le Maroc est devenu, il y a quelques jours, un terrain d'espoir et de résistance. Main dans la main, la FIFA et le Royaume ont organisé un mini-tournoi auquel était invitée l'équipe de réfugiés afghanes, Afghan Women United, qui depuis la prise de Kaboul par les talibans en 2021, vivent en exil. Les femmes en Afghanistan, vous le savez peut-être, ne sont pas autorisées à pratiquer le football. Et en espérant que la FIFA les reconnaîtra prochainement comme équipe nationale, eh bien, elles sont venues à Casablanca, notamment depuis l'Australie, où elles ont pu trouver refuge, venues pour rappeler que ce sport est plus qu'un jeu. Il symbolise la liberté. Amazing, you know, Morocco have stepped up to host this wonderful tournament that's been heavily supported by FIFA, and I think that we're in such a really amazing country, fantastic culture, and you know, we just actually want to embrace this opportunity, and I think that Morocco's provided us with a platform to do that. I can say I'm definitely happy because we had that moment after many years, and we are playing international games with our players that are all out of Afghanistan, but we are playing for all players also inside Afghanistan. So we are just an example for them, and we are carrying their dreams as well. It was great, definitely. It was a tough journey as well, starting from the time that we supposed to go to UAE, but it was like, you know, a change of plan, and it was tough for us to just be prepared for the next journey that was ahead, which was Morocco. But again, I'm super proud of my teammates. On est bien accueillis et le Maroc, c'est pas un petit pays, c'est un grand pays du football africain. Alors aujourd'hui, le Maroc est à un niveau très très élevé, vu les infrastructures, vu les accueils. Alors je suis tellement content de ce pays. Et depuis mon enfance, j'étais un grand fan du football marocain. Et je suis venu retrouver le Maroc que je ne m'attendais même pas. Alors c'est un pays qui a des infrastructures. Elle peut accueillir, pourquoi pas, la Coupe du Monde. Alors c'est un pays, je suis tellement satisfait.
It was really good game. We played really good. There was a lot of emotional, but we tried to manage the game. After 4 years, we come to play soccer. It wasn't really easy for us to come back after 4 years, but we did a really good job today. I'm very happy with my team, with the teammates, with the coaches and staff. It was a really proud moment for all Afghan girls, also all Afghan soccer players. Voilà une véritable source d'inspiration. Un grand merci aux équipes de la FIFA, avec notamment Naoufel Ahmed, que je salue, et l'accompagnement précieux d'Anne-Laure Bonnet, que j'embrasse chaleureusement. Une autre femme d'exception. On va aller retrouver Aurore Thibault pour la seconde partie du JT des JT, avec cette fois, les amis, le Real Madrid, qui reste sur un coup de frein. Regardez la une de Marca, le match nul au Rayo Vallecano après la défaite face à Liverpool en Ligue des Champions. Aurore, est-ce que le mot de crise a été utilisé par les médias espagnols? Alex, le mot crise a été utilisé par certains confrères et peu importe le classement en Liga, peu importe le classement en Ligue des Champions, les éloges post-classico ont vite fait pchit, autopsie d'un Real qui se cherche sur les télés espagnoles. Un equipo que sigue demostrando que está fuerte contra los más débiles y que está débil contra los equipos fuertes. Pero que está muy falto de recursos. Si Mbappé es más tortuga que ninja. No acaba de verse a un Real Madrid que se divierta en el campo, que quizá demasiado encorsetado por la táctica, por la estrategia. El equipo ni el Liverpool ni hoy han estado bien. Así no se gana la Champions. We didn't see Mbappe and Vinicius in that final third really just do a bit of magic and get them back into the game, and it's frustrating. I think it just complicate things maybe. I think sometimes just need to knock it and test the defender. They're clearly quicker than anyone on that field, so maybe they don't do it, maybe because there's not someone else in the box waiting for the crosses. Maybe you need that focal number 9 where... Un pressing en dilettante, un côté droit bien discret, un abus de ballon aérien stérile. Ajoutez à cela quelques joueurs en deçà de leur niveau habituel. La méthode Xabi Alonso peine à convaincre, tant sur le fond que sur la forme. Attention, entraîneur en délicatesse. Néanmoins, Kylian Mbappé a tenu à clarifier la situation il y a quelques jours au micro de la Radio Copé. Bale, el otro día, dijo, no es lo mismo entrenar al Leverkusen que al Real Madrid. Tienes que gestionar más egos que hacer cambios en tácticas. Mi pregunta es si se ha encontrado en estos 5 o 6 meses un vestuario de muchos egos. ¿No? Un vestuario con grandes jugadores, con mucha personalidad. Que los jugadores del Madrid, en este caso, puedan pensar que ellos deciden el futuro de un entrenador. Hay jugadores en el vestuario que ven a un Xabi Alonso que tiene una frialdad excesiva y que no entiende a los jugadores. Estamos en noviembre, queda mucho. Kylian, se está hablando mucho de la relación que tenéis en el vestuario con Xabi Alonso en el Real Madrid. ¿Cómo está? ¿Qué quieres que te diga? No, yo no tengo nada que decir. Tú sabes que en el Real Madrid cuando no ganas partido la gente habla mucho, demasiado. Es así. No hemos ganado 2 partidos, lo sabemos, hemos jugado muy mal y somos todos juntos para ganar todo el título este año. Pero sí hay cosas de Xabi Alonso que luego se te contraponen con el técnico reciente que tanto ha triunfado en el Real Madrid. La libertad del jugador, el cariño de una forma diferente, más paternal de Ancelotti. Rodrigo, e a sua posição? Você está jogando bem com o Vini, no Real Madrid isso não tem acontecido. O que você consegue levar daqui para o Real Madrid para você conseguir ter a sequência de jogos que você precisa no Real Madrid também, assim como você tem na seleção? Bom, não tenho muito o que fazer, eu tenho que continuar trabalhando, continuar me dedicando, tentar buscar ter a confiança do treinador lá, como eu tenho a confiança do treinador aqui. Rodrigo ou l'ombre de Carlo Ancelotti, l'ancien entraîneur merengue devenu sélectionneur du Brésil au management plus paternaliste, moins intrusif. Alors, Xabi Alonso devrait-il se Carlo Ancelottiliser? Réponse de l'Italien, non sans une pointe d'humour. Que un empate en el Real Madrid es una broma, no es tan lejos de la verdad. Un empate en el Real Madrid es la antesala de la crisis. Está líder en la liga, está muy bien en los primeros 8 clubes para la Champions League, que pedir más. Yo creo que Ancelotti ya al final es como, o sea, no sé cuántos años tiene, pero bueno, casi es más como un padre tirando a abuelo para algunos y tiene un poco ese carisma que es un poco diferente con Xavi, que es más joven, más moderno quizás, y claro, con Carlo también, a ver, él se podía enfadar mucho también
para mí son dos entrenadores muy buenos, pero decir ahora si echamos algo de menos, pues sería faltar también el respeto a Xavi. Thibaut Courtois, dans l'émission El Partidazo de la Copé, a conclu en disant que finalement, dans un vestiaire, il y a toujours des mécontents, à savoir ceux qui ne jouent pas, sauf qu'au Real, il faut aller vite et gagner pour éviter une crise de résultats. On reste à Madrid. Le 10 novembre dernier, 3 hommes pour 7 instantanés qui marquera l'histoire de l'Atlético Madrid. Alors, si 2 d'entre eux vous sont peut-être familiers, qui est le 3e? Ici, à droite, quel est le sens de cette poignée de main? C'est la photo de la semaine, décryptée par Ali Bouabid. Apollo se pose à Madrid avec une mission, envoyer l'Atlético sur orbite. Sur cette image, Robert Givone, représentant d'Apollo Sports Capital, nouvel actionnaire majoritaire, se tient aux côtés des 2 dirigeants historiques, Gil Marín, CEO, et Enrique Cerezo, président. Ils continueront tous 2 d'occuper leurs fonctions. Cette poignée de main scelle l'acquisition de 57% des parts détenues par la famille Gil depuis près de 40 ans, avec une croissance moyenne de 15% par an. Un stade ultra-moderne et des joueurs de valeur, le club avait déjà de quoi séduire les investisseurs. Mais c'est un autre argument qui a convaincu Apollo. L'exploitation exclusive de 27 hectares concédée par la mairie pour 75 ans. Sur cette parcelle en périphérie de Madrid, le club veut regrouper et moderniser toutes ses infrastructures sportives et administratives. Mais surtout, faire émerger une cité des sports. Mini-stade, salle de concert, hôtel, campus universitaire, centre commercial, zone de restauration, plage artificielle avec vagues de surf et installations pour plus de 10 disciplines. Un véritable écosystème sportif, culturel et commercial, ouvert au public et au potentiel économique immense. Attendu pour 2028, la Ciudad del Deporte pourrait bien devenir la nouvelle poule aux œufs d'or. Enfin, connaissez-vous la signification du logo de votre club préféré? Pourquoi telle couleur? Pourquoi tel symbole? Nouri El Bied s'est penché cette semaine sur le logo du FUS de Rabat. Fondé en 1946, le FUS de Rabat n'est pas juste un club de football, c'est une légende, une institution marocaine, un symbole de fierté pour la capitale et pour tout le Maroc. Sur son logo, chaque détail raconte une histoire. La couronne est un hommage à la reconnaissance royale du roi Mohamed V. Le FUS est en effet le seul club au Maroc avec son rival de l'AS FAR à avoir eu une telle reconnaissance. L'étoile rouge représente le pays, la fierté, l'ambition du club de briller sur la scène nationale et internationale. La couleur rouge représente le Maroc et la ville de Rabat, mais aussi la force et le courage que chaque joueur et supporter porte fièrement. Le blanc est synonyme de l'élégance, de l'intégrité et de la noblesse de l'institution. L'inscription El-Fatih, qui rappelle le nom du club choisi par le roi Mohamed V, fait référence à la première sourate du Coran et signifie en arabe la victoire éclatante. Le U signifie l'union et le S, sport, FUS pour Fatih, Union Sport. Mais le logo n'a pas toujours été le même. Le premier principal changement a été opéré dans les années 1950 avec l'arrivée de la couronne royale pour symboliser les liens royaux et nationaux du club. En 2008, nouveau changement important. Le logo est épuré et modernisé tout en restant fidèle à ses racines. C'est d'ailleurs le dernier changement de logo du club en date. Le FUS de Rabat, ce n'est pas seulement un logo, c'est une âme, l'histoire d'un pays, la fierté d'une ville et de ses très fidèles supporters. Les amis, ce premier Zone 30 est terminé. J'espère que cela vous a plu. Un grand merci à toute l'équipe de production. Merci à vous. Profitez des vôtres et à la semaine prochaine.